RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous tech du week-end. C'est De quoi je me mail. De quoi je me mail, vous le savez, à la radio, le dimanche matin sur RMC, mais aussi en podcast audio, sur rmc.fr et sur les principaux agrégateurs de podcasts. Et puis la vidéo qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne 01nettv.com et sur les box. Et on peut saluer l'arrivée des téléspectateurs de la Freebox qui depuis quelques jours peuvent regarder 01 TV, chaîne 231. Bienvenue à vous et on salue aussi tous ceux qui nous regardent sur les box SFR et Orange. Au menu de ce De quoi je me mail cette semaine, tout à l'heure on va tout vous dire sur les NAS. Qu'est-ce que sont que les NAS ? Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'installer ce type de disque dur connecté au réseau à la maison ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça peut remplacer un vrai cloud ? Est-ce que le cloud privé a un intérêt ? On en parlera tout à l'heure avec mon invité. Je recevrai le porte-parole de Synology tout à l'heure, qui est une marque très connue dans les NAS. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez réagir sur le contenu de ce De quoi je me mail sur Twitter avec le hashtag DQJMM. Et puis bien sûr, la page Facebook qui vous attend. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence bien sûr par le club de la presse IT. Et cette semaine, nous avons Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour François. C'est la team 01net présente aujourd'hui avec aussi Christopher Siminelli. Bonjour François, bonjour Nicolas. Directeur de la rédaction. Bienvenue à tous les deux. On va commenter l'actu de la semaine. Et c'est un nouveau rôle pour Nicolas qui va être un peu le lanceur d'actu de quoi je me mail avec toi, Chris. Oui, on va l'aider. Ça va, tout va bien. Oui, un peu de stress, mais ça va bien se passer. Tiens, dans un instant, on va vous faire découvrir un téléphone qui a été annoncé aujourd'hui, même ce matin, pour tout vous dire. Il s'agit du constructeur Oppo qui a lancé son Oppo Find X2 Pro que Nicolas a entre les mains. On va tout vous dire dans un instant. Mais auparavant, dans la hiérarchie des infos, bien sûr, on va revenir sur le coronavirus. Ce fameux virus qui, évidemment, a un impact, on le voit en France, pour toute l'économie, mais aussi dans la tech. Et on en reparle encore aujourd'hui. Oui, complètement, puisqu'il y a eu énormément d'annulations ces derniers jours. On en parlait la semaine dernière dans De quoi je me mail, parce qu'on disait qu'il y avait des impacts sur les chaînes de production, donc du coup que ça allait avoir un impact économique pour les grandes marques technologiques. Et avec peut-être une pénurie donc d'appareils. C'est ça, il y a potentiellement des pénuries d'appareils, il y a potentiellement des problèmes dans le développement de futures générations, puisqu'on sait que les ingénieurs américains, par exemple chez Apple, vont énormément en Chine pour rencontrer les gens de Foxconn et de leurs sous-traitants pour fabriquer les prochains produits. Là, c'est plus possible de le faire. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il y a plein d'événements tech qui devaient avoir lieu dans les prochains mois qui sont annulés par sécurité parce que les marques ne veulent pas prendre la responsabilité de propager le virus. Et alors des événements qui sont de plus en plus nombreux, on le voit dans la tech et hors tech aussi. Google a rajouté l'annulation de la Google I.O. qui est quand même un grand rendez-vous hyper suivi chaque année. On avait parlé beaucoup du Mobile World Congress de Barcelone il y a quelques semaines et là maintenant les deux plus gros événements, c'est sans aucun doute la conférence Facebook F8 qui sert d'annonce à Facebook, à Instagram, à WhatsApp et aussi on le voit à l'écran, le Google I.O. qui est l'événement développeur de Google qui a lieu tous les ans en mai. C'est un événement en plein air absolument monstrueux avec les développeurs du monde entier qui viennent. Et c'est là qu'a annoncé le nouvel Android, les nouveaux produits Google Assistant, potentiellement un nouveau téléphone. Là, voilà, on est dans l'inconnu total. Comment Google va annoncer ces nouveaux produits ? C'est impossible de le dire aujourd'hui, mais ils ont confirmé qu'ils ne tiendront pas de Google I.O. par sécurité. Christopher, rappelons en plus que le Google I.O., au-delà de toutes les annonces qu'il y a, c'est la réunion de milliers de développeurs dans un même endroit. Et on le sait aujourd'hui, le problème du coronavirus, c'est la propagation de ce virus. Et il faut éviter la concentration de beaucoup de monde dans un même lieu. Oui, bien sûr. Déjà, pour nous donner une petite idée, rien que chez Google, les salariés de Google, c'est 40% viennent de pays extérieurs aux États-Unis. Et donc, ces événements-là aussi, ça célèbre Google, son ouverture sur le monde. Et il y a des développeurs du monde entier. D'ailleurs, même nous, en tant qu'observateurs de la tech, on y est, on aurait dû y aller, conviés chaque année. Et on devait y aller. Évidemment, on ne va pas y aller. Mais au-delà des personnes qui participent au keynote dans le public, c'est un événement, comme le disait Nicolas, énorme avec des stands, des sessions, des concerts le soir, des conférences. Donc c'est complètement logique dans le contexte actuel que Google annule cet événement. Ouais, il faut noter que ce genre d'événement, le fait de ne pas avoir de Google I.O. cette année, ça va forcément avoir un impact sur le développement de nouvelles fonctions. On peut imaginer que Google avait des choses super géniales à présenter aux développeurs et il fallait justement faire des sessions en groupe pour leur présenter ces nouvelles fonctions.
Voilà, est-ce qu'ils vont prendre le risque de leur présenter sans leur montrer physiquement? C'est pas sûr et ça pourrait repousser de plusieurs mois, voire plusieurs années des nouveautés. Pareil Après, pour Nvidia, pardon, Oui. Nvidia aussi Nvidia aussi, oui, oui. repoussé son événement. La question se pose aussi pour, à notre échelle, un autre événement très important dans notre secteur tech qui est Vivatech, hein. C'est début juin, mais ça va arriver très très vite. vite. Donc voilà. Ouais. Juste un mot, c'est vrai que la Google I.O. n'est peut-être pas totalement annulée, peut-être qu'elle se fera en visio, Elle en se ligne. oui. On peut en plus imaginer que, évidemment, tous les développeurs et toutes les personnalités qui participent à ce type de choses ont l'habitude de ce genre d'outils. Voilà, donc elle sera Oui. peut-être annulée publiquement, mais en tout cas, elle existera d'une manière ou d'une autre, non? Bien sûr, il y aura forcément un événement qui s'appellera Google I.O. On Mais qui n'aura imagine pas le que même la impact, ça, c'est conférence de certain. présentation avec la presse, elle aura lieu, mais il n'y aura pas de journalistes, il n'y aura pas de développeurs présents dans la salle, ça sera uniquement sur internet. Maintenant, le vrai problème, c'est que ce genre de session, ça permet aussi de faire du relationnel, de rencontrer des gens, d'avoir les ingénieurs de Google qui aident des développeurs à mettre en place des fonctions. Et ça, en fait, à distance, c'est pas aussi facile qu'en réalité. Donc, moi, j'ai pu discuter avec quelques développeurs cette semaine Mhm. qui avaient pris des billets d'avion pour la conférence de Google et pour celle d'Apple, qu'ils espèrent normalement début juin, et qui là sont assez inquiets parce que voilà, tous leurs Mais plans risquent d'être bouleversés par ça et on ne sait pas ce qui va se Mais passer pour avec autant, Apple. ça va être hyper intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des boîtes qui prônent à longueur de journée le tout digital et comment le Mhm. digital peut vous aider à mieux travailler, machin. C'est vrai. Mais c'est des boîtes qui nécessitent quand même d'avoir des événements physiques. Donc on peut aussi, enfin, si ça se trouve, le fait de ne pas faire ces événements n'aura quasiment aucun impact sur le bon déroulé de leur roadmap Mhm. produit. ça Et ça pourrait va être quand même intéressant. remettre en cause et remettre en question la tenue de Bah, ces énormes raouts Peut-être en physiques. effet que c'est la fin de tous ces Non, gros mais événements pourquoi parce pas? qu'on On va se peut, rendre compte qu'ils sont inutiles. Mais bon, on ça, peut c'est l'imaginer. une première. Oui, et puis enfin, pour revenir à la Google I.O., c'est aussi un grand rendez-vous de réseautage, hein, Oui, et ça, C'est ça, malgré bien tout, sûr. les visioconférences ne pourront Et, jamais et ça, et remplacer ça un reste échange humain bien Ouais, sûr. où, autour d'un verre, on peut peut-être créer un business, Mhm. Et, inventer des choses, et quoi. au-delà de ça, il y a une question d'image. Pour Bien Google, sûr. avoir ce gros événement pendant plusieurs jours, coloré, en extérieur, avec plein de monde, c'est Hmm. aussi montrer le côté cool de Google, c'est de la communication, et aussi montrer à quel point c'est une entreprise importante dans la tech. On poursuit dans le coronavirus avec la Chine qui a lancé une application étonnante. Oui, alors c'est la découverte de la semaine. A priori, ça date de plusieurs jours, et vous avez peut-être entendu, si vous suivez l'actualité autour du coronavirus, que la Chine a vraiment contrôlé l'épidémie et que le nombre de nouveaux cas déclarés chaque jour est extrêmement bas et ne cesse de battre des records Oui, en fait, Oui, voilà, c'est ça. l'épidémie décroît, en fait. Exactement. En tout cas, il y a toujours hein, l'épidémie de coronavirus en cours. Il y a encore la quarantaine qui est maintenue. Mais en tout cas, il y a de moins en moins de cas. Et pourquoi? En fait, c'est parce que la Chine a une idée aussi terrifiante que géniale, parce que ça fonctionne. C'est de lancer une application qui s'appelle Alipay Health Code. Alors, Alipay, déjà, il faut préciser ce que c'est. C'est un service de paiement mobile que tout le monde utilise en Chine. C'est-à-dire que vous avez deux services, c'est WeChat Pay et Alipay. Et en fait, si vous voulez acheter à manger, si vous voulez prendre les transports en commun, il faut utiliser ces applications tout le temps. Il y a presque plus de liquide, il n'y a plus de carte bleue. Bien sûr, tout se fonctionne fait par sur Alipay, mobile via WeChat Pay. Alipay, bien sûr. D'ailleurs, Alipay commence à être même disponible en Europe, hein. Oui, complètement. Certaines grandes boutiques, même de luxe, proposent le paiement Bien par sûr, Alipay ça permet pour d'attirer évidemment la nos amis clientèle chinois chinoise. qui puissent Tout à fait. acheter tranquillement. Et donc, en fait, ce que le gouvernement chinois a fait comme accord avec Alibaba, qui est derrière Alipay, c'est d'intégrer une fonction qui s'appelle Health Code à ce fameux Alipay, qui en fait classe les gens par catégorie de couleur. Donc, en fait, si tu as un QR code vert, ça veut dire que tu n'es pas malade. Si tu as un QR code orange, ça veut dire que, en fonction, vu où tu habites, tes fréquentations, peut-être que tu l'es. Et si tu as un QR code rouge, ça veut dire que Alipay Ouais, là, c'est pas bon, pense là. que c'est toi qui l'as. Et donc, en fait, tout ce que fait le gouvernement chinois, c'est que si vous voulez circuler, par exemple, prendre le métro, eh bien, il y a des gens à l'entrée du métro, avec des masques, bien sûr, avec des scanners à fièvre, qui ont la totale. Et ben, ils ont en ordre de ne laisser passer que les gens qui ont un QR code vert. Et si vous avez un QR code jaune ou rouge, eh bien, on vous demande de rentrer chez vous et de vous mettre en quarantaine. C'est 7 jours pour le code jaune et 14 jours pour le code rouge. Il y a des- Et pas besoin de vous dire qu'il y a de la localisation, qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, si vous décidez de ne pas respecter la quarantaine alors que Alipay a décrété que vous étiez un patient à risque, bah, vous allez avoir des problèmes. Et c'est comme ça que le gouvernement a décidé de réguler l'épidémie de coronavirus. C'est efficace, on le voit, il y a de moins en moins de propagation. Maintenant, ça bafoue un peu toutes les libertés individuelles et ça ne respecte pas énormément de choses. Mon Dieu. D'autant que nos confrères du New York Times ont détecté dans le code
une commande qui en fait envoyait automatiquement aux autorités chinoises, notamment la police, l'ensemble des informations récoltées par l'appli. C'est ça. Ouais. Donc Donc si après, on a un sait pas QR si c'est code rouge, on est Ouais, pas faire bon. ça. Donc on ne sait pas si c'est à des fins purement statistiques pour justement donner des chiffres sur la propagation du virus ou pas. Mais ouais, c'est clair, ça ouvre la porte à des Ça abus fait assez peur. assez. Cela dit, les assez résultats en inquiétants. plus sont complètement aléatoires. C'est pas parce qu'on va avoir un code Oui, rouge en fait, qu'on va être malade. à C'est pas à parce qu'on va avoir un code vert l'inscription, qu'on va pas avoir la maladie. À l'inscription, c'est- ils l'ont au début lancé uniquement dans une seule province en test. Ça a cartonné. Je crois qu'il y a 95% de la population de cette province qui utilise ce service. C'est 50 C'est à aussi la 100 magie millions de la personnes. Chine. On peut très facilement lancer une technologie. Et depuis, ils l'ont étendu à plein de villes et ils continuent à le faire tous les jours. Mais c'est sûr que ce qu'on remarque, c'est que c'est efficace et que ça donne les informations à la police. Donc ça peut être un petit peu inquiétant. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le gouvernement chinois n'est pas en train de tester des fonctions pour Bien l'après-coronavirus? sûr. Et est-ce Pour que justement, voilà, usages, en fait. on sait qu'ils sont très attachés à la bonne conduite avec un permis à sûr. points, qui ne nous dit pas que dans quelques années, eh bien, si vous avez fait 2 infractions dans la rue, que vous avez traversé en dehors du passage flouté, eh ben, on va dire que vous êtes en QR code jaune, donc plus de métro pendant une semaine. Enfin, c'est aussi c'est des scènes de complètement science-fiction. imaginable. Franchement, ce sont des scènes de science-fiction. Bien quoi. sûr. Et ça Ouais, choque c'est pas les affolant. Chinois, hein, c'est ça qui est, Oui, qui est oui, assez amusant. C'est, on note les les rappelons voit, que, voilà. ils se posent la question sur leurs réseaux sociaux ou même dans la presse chinoise de dire mais est-ce que finalement le gouvernement chinois n'est pas en train de tester ça pour l'après-coronavirus? Mais eux ils disent ouais, au final, tant mieux, si ça améliore la vie en société, c'est très bien. Et enfin, évidemment, hein, il y a ce qu'on voit et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Mais en tout cas, la mentalité chinoise n'est pas d'être choquée par ce genre de pratique. Voilà. Oui, rappelons que les citoyens chinois sont notés, en quelque sorte, de par leur civisme, par ou leur incivisme. comportement, En c'est fait. ça. Leur comportement, c'est assez étonnant. On enchaîne, tiens, on reste en Chine avec une marque qui est très connue en Chine, mais qui l'est moins en France, c'est Oppo, qui depuis quelque temps essaie de s'installer dans notre pays et même en Europe. Oppo, O2PO, et ils ont annoncé ce matin même, et c'est pour ça qu'on vous en parle dans ce De quoi je me mêle, des nouveaux smartphones. C'est exactement, je les ai en main. Voilà les 2 Oppo Find X2 Pro qui ont été annoncés ce matin. Alors il y a 2 modèles, il y a un modèle en cuir, il y a un modèle en céramique, pour vous dire à quel point Oppo essaie d'aller sur le haut de gamme avec des matériaux qui sont très rares dans les smartphones. Et donc en fait ces produits, c'est un petit peu un mélange de tout ce qu'on fait de mieux sur le secteur haut de gamme. C'est-à-dire que vous allez avoir un écran 120 Hz OLED, un poinçon pour la caméra frontale, vous allez avoir de la recharge ultra rapide, 65 watts, j'ai le chargeur avec moi, regardez la taille de ce chargeur, c'est monstrueux. Bon, il y a un Vous le intérêt. branchez sur votre prise, tout disjoncte à Il y la a tout maison. disjoncte. Non, mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est très ingénieux ce que font les Chinois au niveau de la recharge. Ce téléphone, il peut passer de 0 à 100% en 30 minutes. Il y a une raison, c'est qu'il a 2 batteries. Donc en fait, Oppo charge successivement chaque batterie une à une pour éviter justement de les abîmer avec la recharge ultra rapide. Et on Faut n'a pas pas que ça chauffe, en fait, c'est ça. C'est ça, et on n'a pas encore eu le temps de faire des tests, mais on l'avait fait avec des précédents smartphones Oppo. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ça chauffait moins que les iPhones ou les Galaxy, par exemple, pour dire à quel point les Chinois ont bien optimisé la recharge ultra rapide. On a aussi un zoom périscopique jusqu'à x10, comme le Galaxy S20 Ultra. Donc voilà, l'idée en fait de ce téléphone, c'est que c'est un condensé ultra haut de gamme, et avec ce produit, Oppo essaye de montrer qu'il est au niveau d'un Samsung, d'un Apple, d'un Huawei, et il essaye au passage de piquer la place à Huawei, bien sûr. Alors, le seul problème, Christopher, c'est que ce téléphone coûte très très cher. On est à 1 200 €, je crois. On est à 1 200 Nicolas. € sur celui-là. Après, c'est pas le seul produit. Là, c'est le X2 Pro, mais il Oui. y a une gamme qui est un petit peu plus basse. Bien sûr. Donc, on voit que voilà, il se positionne véritablement comme les concurrents des autres flagships, des autres marques comme Samsung. Est-ce que c'est pas un peu bizarre quand même de la part d'une marque qui est peu connue en France de se positionner tout de suite comme ça sur du très haut de gamme? Après, cher, c'est une question de perception. Un S20 Ultra, c'est vrai que tu en as parlé. 1359 il se positionne comme le concurrent. Bon, on trouve ça cher, mais finalement, ça nous choque un peu moins. Alors que techniquement, ils sont, je pense, assez équivalents. Non, ce qui peut être étonnant et ce qui questionne, c'est le fait qu'Oppo, effectivement, n'est pas hyper connu en France, a encore du chemin à parcourir pour se faire une place, malgré de très grosses qualités, hein, quand même. Oppo fait de très bons produits. Mais ouais, 1 200 €, est-ce que c'est le meilleur moyen d'attaquer le marché? Je ne sais pas. Après, je suis persuadé qu'Oppo envisage d'en vendre des Oui, caisses, palette entière, mais des bon. palettes entières sur Mais les quand on sort un premières semaines. produit, c'est quand même malgré tout avec un objectif de le vendre. Mais ça peut être aussi un vecteur de communication et d'image. Ça peut aussi De, être de- ça. de- de lancer un produit à 1 200 € très haut de gamme, avec des specs très évolués, entre guillemets,
ça peut vouloir dire, voilà, nous on est Oppo, on n'est pas là pour faire des Mmh. smartphones chinois pas chers. Oui. Euh, Oui, ils construisent voilà. une marque aussi. Et ça permet de vendre des smartphones après à 400 Rappelons qu'en 500 Chine, euros. c'est une marque haut de gamme, hein, Bien Oppo, sûr, Oppo est qui une est très marque haut de populaire. gamme qui appartient au même groupe que OnePlus, que Vivo, que Realme, donc c'est quand même une très grande entreprise chinoise. Maintenant, il faut reconnaître, et je suis d'accord avec Christopher là-dessus, c'est que la stratégie d'Oppo est très différente des autres marques chinoises, que ce soit Huawei, Xiaomi, OnePlus. Ils sont arrivés sur le marché européen avec des produits pas chers pour donner envie justement aux gens de les découvrir, et après ils ont augmenté les prix en allant justement vers le haut de gamme. Et du côté d'Oppo, ils sont arrivés, leur premier produit coûtait 999 euros. Donc quand on arrive avec un produit comme ça, on montre que nous, on est là pour faire du haut de gamme dès le début, qu'on n'est pas là pour casser les prix. Et ça continue avec ce Find X2. Pour l'instant, il faut reconnaître une chose, c'est que la stratégie, elle ne fonctionne pas, puisque les parts de marché de Oppo en France sont extrêmement bas et ils n'ont pas réussi à décoller par rapport à un Huawei ou par rapport à un Xiaomi. Maintenant, voilà, sur le long terme et surtout, ils ont une très bonne opportunité avec ce qui est en train d'arriver à Huawei. Oppo a peut-être une chance de décoller et de s'installer comme un leader du haut de gamme. Ouais, on en parlait d'ailleurs la semaine On en dernière. a pas C'est de façade, tout le monde se dit, ben voilà, les Chinois sont, on va dire, derrière Huawei, les soutiennent, etc. Mais la on va- concurrence on est va là dire et que- regarde ça que attentivement. en loose day, si on peut grappiller des parts de marché et affaiblir un peu Huawei, ben on se gêne pas pour le faire. C'est le marché. On repart du côté des US, tout en restant chez nous avec cette info étonnante, qui est un vrai coup de tonnerre quand même pour les services de VTC. Eh bien, Uber est dans une situation assez délicate. Oui, la Cour de Christopher. cassation a requalifié le 4 mars, donc mercredi dernier, un chauffeur Uber en salarié de Uber et non pas comme travailleur indépendant. Et donc, on connaît tous que Uber, l'équation économique d'Uber. C'est une annonce qui est absolument énorme parce que ça crée un précédent, ça crée une jurisprudence. Et il y a un risque quand même que des chauffeurs Uber actuels tentent aussi le coup d'être requalifiés en salariés. Donc, Parce que ça change pourquoi tout en fait. Ouais, ça S'ils change sont tout. salariés, ça veut dire que c'est Uber qui les emploie. Voilà, D'accord. qui leur fournit un outil de Ils ne travail, sont plus c'est-à-dire leur prestataires voiture. de services comme ils le sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Uber Exactement. facture leurs services, et donc ça change tout en termes de garantie d'emploi Oui, et et de ça change sauvegarde tout d'emploi. pour Uber, mais ça change tout aussi pour Deliveroo, pour Oui, voilà, c'est Uber ça. Eats, pour toute l'économie qui s'est mise en Bien sûr, place. pour Bolt, pour Captain, etc. L'économie de système. l'ubérisation est basée sur l'auto-entrepreneuriat. Et Voilà. avec Pour le salariat, ça creuser peut un faire peu, beaucoup de choses. c'est intéressant parce que la Cour estime que le lien de subordination entre le conducteur et la plateforme était suffisamment fort pour requalifier cette relation Bien sûr. comme du salariat. Et voilà, donc encore une fois, il faut s'attendre à une recrudescence. Pour autant, le salarié en question n'aura jamais vraiment exercé son salariat parce que Uber a mis un terme à la relation contractuelle avec ce chauffeur il y a quelques mois. Parce qu'il avait lui-même déposé une plainte pour plusieurs raisons. Donc voilà, il dit, bon, on arrête de travailler ensemble. Mais en tout cas, ça permet, le fait qu'il soit considéré comme salarié, ça lui permet de négocier des indemnités de départ sûr. au prud'homme. Alors que ce n'était pas le cas. Puis comme tu le disais, précédemment. ça fait jurisprudence. Et ça fait jurisprudence. Oui, exactement. C'est assez étonnant. On va voir comment. Alors, je crois qu'Uber a réagi en disant bah, écoutez, nous, ça ne change pas. Enfin, on ne change pas de vision finalement de business. Mais bon, au-delà de Oui. ça, Et- si après il y a des chauffeurs Uber qui attaquent, ils gagneront sans doute. Ça, et il rappelle qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui sont bien heureux d'être auto-entrepreneurs, Mais parce bien que sûr. ça les arrange. qu'ils Bien sont libres. sûr, Donc bien sûr. Uber, dans sa communication, essaye de dire Oui. mais les gens sont Oui. heureux comme ça et arrêtez de nous faire passer pour les méchants. Il faut aussi prendre en compte une chose, c'est que la France n'est pas le premier pays à requalifier le contrat de travail d'un chauffeur Uber en salariat. Et c'est arrivé notamment en Californie. Et ce qui est marrant, c'est que Uber fait des petites expérimentations justement pour tenter de contourner ces règles. Notamment ce qui est reproché aujourd'hui par la Cour de cassation, c'est que si le chauffeur était un auto-entrepreneur, eh bien, il pourrait fixer ses propres tarifs. Et comme Uber lui impose des tarifs, eh bien, du coup, ça signifie qu'il est salarié. Donc, ce que fait Uber en Californie, c'est qu'ils autorisent les chauffeurs à mettre leur propre prix. Donc, ils expérimentent un petit peu des nouvelles fonctions pour contourner ces contourner règles et justement cette justement loi. pour voir si ça peut fonctionner avec leur modèle. Bon, il y a peu de chances que ce soit maintenu et ils vont certainement trouver une autre combine, mais ça reste très intéressant pour ce marché de l'ubérisation. C'est amusant parce qu'on voit que les pines dans le pied d'Uber, ce sont les chauffeurs. Et c'est pour ça que Bien sûr. le patron d'Uber se dit vivement les voitures autonomes. Ah oui, Uber investit beaucoup là-dedans. Ouais, en se disant bah, écoutez, ça fera un problème en moins. Mm, Même si on le sait, c'est pas tout de suite. Hein, les véhicules autonomes, Ouais, et il plus y le aura un temps peu. passe, plus on se rend compte que c'est pas tout de suite. Mhm. On enchaîne avec Facebook Messenger. Nicolas, une nouvelle appli est disponible.
C'est ça, c'est un petit peu l'annonce surprise de la semaine. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà eu parce que j'ai un peu l'impression que c'était en bêta test depuis plusieurs mois, que c'est venu, que c'est reparti, que c'est revenu et en fait, la nouvelle application Facebook Messenger, elle simplifie vraiment le design, c'est-à-dire qu'il y a plus que 2 onglets. Vous avez vos discussions et vos contacts. Il y a plus tous ces délires de chatbots, de discover, parler à des entreprises, découvrir des nouveaux amis. Maintenant voilà, c'est vraiment une application de messagerie ultra simplifiée et surtout, on le remarque dès la première ouverture, c'est extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook est reparti de zéro avec son application. Ah, ils ont Oui, recodé ils ont tout complètement. supprimé, ils ont tout D'accord. refait à partir, ce qu'ils ont fait aussi, ce qui est intelligent et peut-être qu'ils auraient dû le faire avant, c'est utiliser, les outils de développement fournis par Apple et fournis par Google, plutôt qu'utiliser leur propre SDK et donc du coup compliquer le développement de leur application et ce qu'on a du coup, c'est qu'on a une application extrêmement rapide, qui est native, qui intègre au système, qui supporte le thème sombre, natif d'iOS et d'Android, donc ça fonctionne très bien. Mmh. Et donc la bonne nouvelle pour les utilisateurs, c'est que aussi on gagne en stockage. Facebook Messenger, ça faisait presque 1 giga, c'était délirant quoi, Mmh. autant de stockage pour une application de messagerie. Là, on est plutôt autour des 100 mégas, donc ça a bien diminué, je crois que c'est divisé par 8 si je me trompe pas. Donc il y a vraiment du progrès de ce côté-là et surtout pour Facebook, c'est une préparation à quelque chose à un chantier colossal qui va arriver dans les prochains mois. C'est la fusion de Messenger, d'Instagram Direct et de WhatsApp Messenger. Alors je ne dis pas par là qu'en fait, il va y avoir une seule application. Chacun va rester une application, différente, mais ils vont utiliser une seule infrastructure commune de messagerie Avec qui le même système permettra de messagerie, en fait. ce qui C'est ça. permettra, voilà, dans les faits, Mmh. d'envoyer un message à quelqu'un sur Instagram depuis WhatsApp ou depuis Messenger. Donc pour eux, Facebook Messenger, c'était le premier test. Ils ont simplifié l'application. Maintenant, il va falloir passer au reste en attendant cette fusion. Très bien, Christopher. Un mot à rajouter sur Messenger? Bon, voilà, Oui, non, les mais applis les après, plus c'est bien d'avoir allégé cette appli. Effectivement, c'était C'était un peu près lourd. d'1 giga, c'était n'importe quoi mmh. pour juste une application de messagerie. Après, moi, je me pose beaucoup de questions sur la fusion des 3 environnements de messagerie qui, pour moi, n'ont absolument rien à voir les uns avec les Mmh. autres. On va pas chercher la même chose sur Bien sûr. Messenger que sur WhatsApp ou Instagram. Donc, moi, c'est plutôt ça qui me questionne. On Moi, je suis verra, pas on hyper verra ce sûr que que ce ça soit donne. une excellente idée. Après, pour Facebook, ça Mm. va certainement simplifier leur vie sur plein de choses. C'est compliqué d'être un géant de 3 applications de messagerie distinctes. Mais pour l'utilisateur, est-ce qu'on va vraiment gagner quelque chose? J'en suis pas sûr. Messieurs, on évoque maintenant cette info qui vient de Chine. En fait, des chercheurs en sécurité chinois attribuent 11 années de cyberattaque à la CIA. Ouais. Alors là, c'est un peu l'arroseur arrosé Ouais, finalement, hein. exactement. On est dans l'autre sens là. Donc on fait un petit retour en arrière. Vous vous souvenez tous en 2017 pardon, d'une fuite de documents appelée Vault 7 sur Wikileaks de la part d'un ancien employé de la CIA. Mmh. C'est, je crois, entre 800 et 1000 documents qui ont fuité. Et donc des chercheurs en sécurité chinois de l'entreprise Kio 360, dont personne n'a entendu parler ici, je pense, ils ont analysé cette masse de documents et ils ont découvert que beaucoup d'attaques contre des industries chinoises étaient le fruit de la CIA. Alors, on parle d'attaques sur des secteurs de l'aviation, de la recherche, du pétrole, toutes les entreprises de l'Internet chinois, notamment Secteur clé, AliExpress, quoi, on des va dire, secteurs hein. clés, et des agences gouvernementales. Et donc, comment ils ont trouvé ça? Ils ont analysé le code source utilisé par ces pirates. Ils ont analysé la signature numérique des pirates et ils ont découvert qu'elle était très similaire à celle d'autres attaques avérées de la CIA. Et donc, depuis 2008 et pendant 11 ans, jusqu'en 2019, les attaques se sont multipliées contre des organisations chinoises. Alors, c'est pas une découverte. On sait que dans ce monde, tout le monde espionne tout le monde. bien C'est sûr. même devenu vital pour n'importe quel gouvernement Mmh. d'avoir une intelligence Bien sûr. Oui, suffisante. Voilà. ça fait partie Donc d'une ça, sécurité là, tout à fait. Enfin, on découvre rien. bien sûr. Ce qui est amusant, c'est que cette info sorte à ce moment-là, en ce moment. Les Alors qu'on documents, condamne la Chine voilà. justement d'espionner les Les États-Unis. documents sont sortis en 2017. Connaissant un Ouais. peu la culture chinoise, ça m'étonnerait qu'ils aient mis 2 ans pour analyser ces documents. C'est quand même un pays qui fait un hôpital en 8 jours, hein, donc à mon avis, vont vite, ouais. ces infos-là, il les avait depuis bien longtemps, et il les révèle maintenant parce qu'il y a un rapport de force évident qui se crée entre les États-Unis et la Chine, où évidemment les États-Unis soupçonnent les Chinois de mettre des solutions d'espionnage dans les antennes Mmh. 4G, 5G, télécom.
Oui, c'est la Là, réponse c'est du une berger à la bergère. Voilà, c'est une façon bien de sûr. dire, ok, bon, maintenant arrêtez parce que vous faites pareil, voire pire que nous. Donc, on va arrêter de se raconter n'importe quoi et on va se calmer. Pas sûr que ça suffise à calmer les Oui, ardeurs mais en tout cas, pour des l'opinion Américains. publique, ça prouve que, Ouais, ben voilà. voilà, il Oui, y a, enfin, tout n'est pas rose, que quoi. c'est une relation, en tout cas, Bien sûr, assez équilibrée. équilibrée, bien sûr. Donc, voilà, c'était assez marrant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Nicolas Lelouch. Merci beaucoup. Et merci à Christopher Simi. Tiens, Merci. j'ai une petite question perso. Est-ce que vous avez un as à la maison, tous les deux? Je n'en ai pas. Il n'en a pas. Moi, j'en ai un, évidemment. Eh bien voilà. Eh bien, alors j'imagine que ton as te sert à plein de choses à la maison. Oui, alors il me sert à plein de choses et pourquoi j'ai un NAS, la principale raison c'est que je veux me faire mon cloud personnel. Eh bien, J'ai pas envie que toutes mes données soient chez Google ou chez un tiers qui je ne sais pas comment il pourrait les exploiter. Là tout est chez moi. Eh Dans bien, mon c'est ça un as, en fait. Et voilà. C'est une espèce de disque dur qui est connecté au réseau et qui eh bien, va sauvegarder toutes vos données. Et au lieu qu'elles soient sauvegardées chez Google, chez Apple, chez Microsoft, elles sont chez vous. Et ça change Alors, ça change tout, mais comment ça marche? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher qu'un service de stockage dans le cloud? Quelles sont les limitations de ce service en termes de sécurité notamment, hein? On en parle dans un instant avec un porte-parole de Synology dans De quoi je me mail. C'est la suite de ce De quoi je me mail tout de suite, à la fois à la radio, mais aussi donc en vidéo sur 01 TV. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.